Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce soir, on évoquera l'Angola où le corps de Savimbi sera exhumé pour être enterré dignement. C'est ce qu'a laissé entendre le chef du parti, Isaias Samakouva, à la sortie d'un entretien avec le chef de l'État. Il déclarait, je cite, « Avant la fin de l'année, j'ai reçu des garanties de la part du président João Lourenço que les restes de Savimbi seraient rendus et enterrés dignement. » On va évoquer le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Peut-être pour notre gouverne, qui est Jonas Savimbi? Jonas Savimbi, c'est le leader historique de l'UNITA. UNITA qui a lutté pour l'indépendance totale de l'Angola, puisque c'est ça également le sigle, mais qui finalement également s'est retrouvé dans une guerre civile juste après l'indépendance de l'Angola jusqu'à sa mort. Parce qu'en fait, il a été tué pendant qu'il était encore au front, avec une quinzaine de balles, mais en ce moment, l'UNITA avait quand même perdu de sa superbe. C'était complètement différent des premières guerres au départ, où à un certain moment, l'UNITA était parvenu à occuper plus de 70% du territoire angolais. Mais c'était une guerre très compliquée aussi, parce qu'il y avait beaucoup de mains étrangères dedans. On était encore dans la période de la guerre froide. Dans quelles conditions est-il mort? Il est mort carrément au front, parce que la guerre civile s'est faite en deux étapes. Il y a eu une première étape où à un certain moment, les gens ont arrêté. L'Afrique du Sud, les données ont changé parce que Mandela est arrivé. Mandela est allé dans le sens parce qu'il a participé à créer cette première trêve pour que la guerre civile cesse en Angola. Il a fallu organiser des élections. Les élections ont été organisées. Savimbi a contesté les résultats. On a dit, bon, on va réorganiser des élections. On n'a jamais réorganisé des élections. La guerre civile a repris. Mais quand la guerre civile a repris, Savimbi avait perdu une partie de ses soutiens. Le MPLA s'imposait de plus en plus en ce moment. Et c'est pendant cette période-là, puisqu'il a repris au mauvais moment, c'est pendant cette période qu'il a été tué, pendant la guerre même. Et sa mort a pratiquement également mis fin à cette aventure de l'UNITA pour conquérir le pouvoir par les armes en Angola. Alors, pourquoi justement Jonas Savimbi se battait-il? Parce que l'Angola était indépendant depuis 1975. Pourquoi continuait-il les combats? En fait, ils se sont battus ensemble. Il y avait trois mouvements qui luttaient pour la libération. Il y avait l'UNITA, il y avait le MPLA, il y avait le FNLA également. FNLA d'ailleurs, d'où est sorti l'UNITA. Puisque le Savimbi était d'abord dans le FNLA avant de créer son propre mouvement. Et puisqu'il avait fait scission, quand il est sorti, le FNLA est allé se mettre du côté du MPLA et ils ont combattu l'UNITA. Je disais tout à l'heure que la guerre, il y avait la main étrangère. Il y avait cette question également de la guerre froide. Le MPLA, c'était plutôt du marxisme, alors que l'UNITA, c'était du socialisme, mais ce n'était pas du marxisme. De sorte que il y avait la répartition systématique que l'on voyait pendant la guerre froide. Les Américains étant contre le marxisme, les Américains étaient du côté de l'UNITA. L'URSS était du côté du MPLA. Ben, il y a d'autres pays également qui étaient dans le jeu. L'Afrique du Sud était là, Cuba était là, le Maroc était là, le Gabon du côté de l'UNITA, parce que tous ces pays luttaient contre le communisme. Et Cuba était là également en force, parce qu'on estimait à peu près 20 000 hommes, le nombre de Cubains qui ont participé à cette guerre. On dit même qu'il y en a 10 000 qui sont décédés là-bas. L'Afrique du Sud également, sous l'apartheid, avait 1200 soldats là-bas. Donc à un certain moment, ce n'était pas seulement une guerre des Angolais entre eux, mais il y avait cet enjeu également de la guerre froide qui fait que le camp de l'Est était d'un côté, le camp de l'Ouest était de l'autre, pour simplifier, et ça a fait que cette guerre a duré, et c'est l'Angola qui a finalement perdu, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu guerre froide, on est allé utiliser le pays de quelqu'un pour amener les gens du pays à s'affronter entre eux. Finalement, est-ce que Jonas Savimbi était une victime de l'impérialisme? Est-ce qu'on peut dire qu'il était
une victime de l'impérialisme. Il s'est battu contre l'impérialisme au départ, parce que c'est un peu ça la difficulté quand on regarde la question de l'Angola. Il a participé à la lutte pour l'indépendance. C'est après l'indépendance, comme il fallait diriger le pays, ils n'avaient pas la même orientation sur le plan idéologique. Au moment de l'indépendance, en 1975. En 1975, on est encore en plein dans la guerre froide. Et malheureusement, l'Angola s'est prêté, parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle, l'Angola s'est prêté à ce jeu où on a accepté les influences extérieures de l'Ouest, de l'Est, et le résultat, c'est que l'Ouest et l'Est sont venus s'affronter au niveau de l'Angola. En ce moment, ce n'est pas lui seul qui est victime de l'impérialisme, le MPLA également devient victime, puisqu'ils se sont mis ensemble pour parler comme Mao, pour lutter contre la contradiction principale, c'était d'obtenir l'indépendance, de chasser les colonisateurs. Je crois que quand on a réussi une telle chose, ce qui devrait suivre, c'était plutôt qu'on se mette ensemble pour construire le pays. Malheureusement, ils se sont divisés sur le plan doctrine et ils ont fini par s'affronter entre eux sous la forme d'une guerre civile. Quel souvenir reste-t-il de Jonas Savimbi en Angola aujourd'hui? Malheureusement, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que, comme je l'ai dit, pendant la Première Guerre, c'était quelqu'un qui était connu, un leader, quelqu'un qui était craint, qui se promenait d'ailleurs à l'extérieur avec un passeport diplomatique d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, pour montrer comment il y avait des soutiens de part et d'autre. Mais avec la Seconde Guerre, les gens ne l'avaient pas trop bien compris. La deuxième chose, c'est qu'après les élections qu'il a contestées, le MPLA, avec le président de la République à l'époque, avait fait un jeu qui a consisté à coopter un certain nombre parmi ses militants, et pas n'importe lesquels. Ce qui avait fragilisé l'UNITA en tant que mouvement et qui avait créé également de l'incompréhension au niveau des populations. De sorte qu'à la Seconde Guerre, les populations n'ont pas suivi comme la Première Guerre. Donc en fait, quand on le tuait, il était déjà en perte de vitesse. De sorte que sa mort n'a pas produit l'effet que même l'État craignait, puisqu'on a fait avec lui ce qu'on a fait avec Sankara. On a voulu enterrer rapidement en craignant que l'organisation d'obsèques puisse créer des problèmes. On a voulu rapidement évacuer cette question, mais ce n'était plus le Savimbi qui pouvait vraiment mobiliser les foules au moment où on l'a tué. Alors, il a été tué le 22 février 2002, enterré le lendemain. Est-ce que ce sont les hommes de son mouvement qui l'ont enterré ou comment ça s'est passé, les circonstances? Les gens réclament qu'on rende le corps. Généralement, comme je dis, en prenant l'exemple de Sankara, on veut enterrer rapidement la personne. Et quand on veut enterrer rapidement, souvent même le plus petit réflexe, on l'oublie. Au moins dire à la famille, venez. Vous avez vu ce qui se passe actuellement avec la dépouille du président Sankara. Le propre père de Sankara ne s'est jamais présenté devant la tombe en disant que rien ne prouve que c'est son enfant qui a été enterré ici. Il l'a toujours dit. On a fait les expertises avec les ADN. Jusqu'à aujourd'hui, le résultat ne permet pas de régler la question. J'espère que pour Savimbi, ça ne sera pas le cas. J'espère que le corps qui va être exhumé sera bel et bien le corps de Savimbi. Pourquoi au moins, puisqu'on parle de l'enterrer de façon digne, que ça soit lui qui soit enterré de façon digne. Donc très souvent, la partie gagnante, pour ne pas donner à l'autre partie un nouveau souffle, parce que quand on tue un leader, ça peut créer une sorte de résurgence au niveau du mouvement. On veut les priver également du corps pour que le corps ne soit pas là comme un héros, un martyr, un symbole qu'on va utiliser pour remobiliser les troupes. Donc ils ont préféré eux-mêmes l'enterrer, pas loin même de là où il avait été tué. Et actuellement, on parle de l'exhumer pour le ramener à Luanda. Alors, l'enterrer dignement, dit-on, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va lui rendre des hommages au niveau national? Certainement, on va lui rendre des hommages. Je crois qu'il le mérite, ne serait-ce que parce qu'il a participé à la lutte pour l'indépendance du pays. Mais après, il faut dire qu'il a participé à créer des problèmes. Bien qu'à un certain moment, il avait eu le courage quand même de se présenter devant les gens et de demander pardon. Parce que quoi qu'on dise, il y a eu quand même 500 000 morts dans cette guerre civile au niveau de l'Angola. Il avait quand même pris la responsabilité de dire aux gens, il faut que ça cesse,
entre Angolais, il faut qu'on cesse de se faire la guerre. Il y a eu assez de sang versé au niveau du sol angolais et ce sont des Angolais qui l'ont fait par rapport à d'autres Angolais. L'autre élément, le président actuel qui vient juste d'arriver est dans une autre logique. Lorenzo est en train de vouloir faire naître une autre Angola. Et je crois que c'est dans cette optique pour que les divisions ne restent pas, pour faire cicatriser un peu ce qui a existé entre des Angolais. Il veut peut-être dire à ceux qui étaient avec lui, vous faites partie de l'Angola. Lui également, il fait partie de l'Angola. Regardons en face ce qui s'est passé, mais prenons le courage également d'enterrer tout ce passé et de prendre une nouvelle direction. Et je crois qu'on le voit déjà avec les réformes qu'il a fait. On a même l'impression parfois qu'il est en train de poursuivre certains proches de l'ancien président Dos Santos qu'il a remplacé. Je crois qu'avec ces deux aspects, il va pouvoir certainement remettre les Angolais ensemble et l'Angola en a besoin. Alors, si le président João Lourenço promet s'engager personnellement à ce que le corps de Jonas Savimbi soit rendu et qu'il reçoive un enterrement digne, il le promet jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'en amont, il y a des détails à régler? Pourquoi, en tant que président, pour lui, c'est un acte qu'il peut prendre et d'ici la semaine prochaine, ça peut se régler? Il y a certainement des choses à régler parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que quand un pays a connu ce genre de mouvement de lutte, ce genre de mouvement de résistance, ce n'est pas quand on s'assoit sur une table qu'on règle les problèmes. Sur la table, on signe les papiers. Les vrais problèmes, c'est dans les coulisses qu'on doit les régler. L'UNITA est devenu un parti. Théoriquement, l'UNITA n'est plus en lutte aujourd'hui armée au niveau de l'Angola. C'est plutôt le mouvement pour la libération du Cabinda qui continue encore à prendre les armes et ils sont en train de déposer les armes. Je crois que c'est dans cette logique que se situe le président actuel, amener l'UNITA à devenir un parti politique en bonne et due forme et oublier définitivement la lutte armée. Qu'est-ce qui va être donné à l'UNITA? Je crains que ça ne sera pas grand-chose parce que, comme je l'ai dit, avant la mort de Savimbi, l'UNITA avait beaucoup perdu de sa superbe. Sa mort a été un véritable coup pour l'UNITA. Personne n'a pu véritablement prendre la relève de Savimbi, de sorte qu'en fait, l'UNITA a cessé de lutter parce que Savimbi est mort. De sorte que, même s'ils vont demander un certain nombre de choses, le président de la République sait très bien qu'ils ne sont pas en position de force dans des négociations. Certainement, des choses seront données, mais je ne crois pas que la négociation va aller très loin sur ce plan-là. Alors, est-ce qu'on a quand même la garantie qu'il y aura des tests ADN qui seront effectués sur le corps qui sera exhumé pour s'assurer, comme vous le dites, que c'est bien le corps de Jonas Savimbi? Cela n'a pas encore été dit, sauf s'il y a des gens qui peuvent prouver, parce qu'ils étaient présents au moment de l'enterrement, que c'était lui. Peut-être que ça épargnerait qu'on soit encore en train de faire des tests, faire des prélèvements, envoyer en Occident, que le résultat ne soit pas trop déterminant, parce que ça peut en ce moment créer un autre problème. J'espère que la tombe dont on parle est bel et bien celle de Jonas Savimbi et qu'en ce moment, reprendre ses restes, aller l'enterrer à Luanda, puisque c'est ça qui risque de se faire au niveau de la capitale où il s'était installé dans un premier temps à la fin de la première partie de la guerre civile. Je crois qu'on n'en arriverait pas à tout cela, parce que dès qu'on va rentrer dans cela, si les tests ne donnent pas les résultats attendus, il y aura un autre problème. Il va falloir dire aux gens où est-ce qu'ils ont mis le corps de Savimbi. Qu'on se rappelle de ce qui s'est passé avec Lumumba. J'espère qu'on ne va pas aller dans cette direction, parce que l'histoire a montré que plusieurs fois, effectivement, ce qu'on dit est très différent de ce qui a été fait. On dit qu'on a enterré, alors que souvent, ce n'est pas ce qui a été fait. Mamadou Diouf, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause et on va retrouver l'invité de ce vendredi.